Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de la France Insoumise. Vous êtes aussi la co-directrice de la revue Regard. Vous étiez sur les Champs-Élysées samedi? J'étais à Clermont-Ferrand, dans les rues d'abord de Clermont-Ferrand, où il y avait à la fois une manifestation des syndicats, où j'ai pu prendre la parole d'ailleurs, et une manifestation des Gilets jaunes, où j'ai pu parler assez longuement avec des Gilets jaunes. Et ensuite, le soir, nous avons eu un meeting, et je crois que c'était important d'avoir ce temps d'échange, parce qu'on traverse une crise politique, et donc la question, elle est celle de la cohérence des solutions politiques qui vont être apportées par rapport à cette grande mobilisation. C'est quoi les Gilets jaunes finalement? De quoi ce mouvement est-il le nom? C'est d'abord le nom d'une grande colère, une colère qui était sourde jusque-là, assez invisible, et qui là est remontée à la surface et qui, à mon avis, est le fruit de 30 voire 40 ans de politique néolibérale, de creusement des inégalités sociales et territoriales, et aussi de grande défiance à l'égard de la politique. C'est-à-dire que ces gilets jaunes, ils nous disent aussi à quel point il y a un décalage entre un si petit monde très arrogant, dogmatique, qui applique depuis des décennies la même politique, et le grand nombre qui décroche complètement vis-à-vis de ce cadre institutionnel et qui exprime là vraiment sa colère la plus, voilà, sa révolte, parce qu'il y a le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, d'être méprisé, d'être incompris, et de sans cesse devoir tirer la langue pendant que là-haut, ça se passe bien, et même de mieux en mieux, malheureusement. La colère, elle s'exprime dans des formats et des formes très différentes. On l'a vu partout en France, les mobilisations se sont passées de manière très pacifique, pacifiée. À Paris, ça a été un peu différent. Vous diriez qu'on est dans un mouvement pré-révolutionnaire, pré-insurrectionnel? On est dans un mouvement qui frise en tout cas un cadre un peu insurrectionnel. C'est une révolte d'ampleur qui d'ailleurs a un soubassement important, c'est le soutien pour l'instant de la population vis-à-vis du mouvement. Après, est-ce qu'on bascule dans une révolution? Il faudrait beaucoup plus de monde. Pour basculer, il faut le nombre de façon plus substantielle, donc on n'y est pas tout à fait, mais il y a une responsabilité collective à essayer d'amplifier, évidemment de faire en sorte qu'il y ait le moins de violence et de casse, parce que c'est toujours de nature à refroidir un certain nombre de gens, et je pense que ce n'est pas favorable au mouvement. Justement, pour construire ce mouvement, pour construire ce mouvement d'ampleur, on a vu, vendredi dernier, les lycéens se sont mis en marche. Aujourd'hui encore, des lycéens sont mobilisés. Les quartiers populaires se sont mobilisés aussi. Philippe Martinez, qu'on recevait vendredi dernier, parlait d'un moment qu'on n'a jamais vu aussi propice à la convergence des luttes. C'est ce qu'il faut construire, coaguler, articuler les luttes, vous y croyez ? En tout cas, c'est l'enjeu. Je veux dire, si on arrive à faire converger, et moi j'ai vu avec plaisir la semaine dernière à la fois les dockers en Seine-Maritime qui étaient avec les Gilets jaunes, des lycéens avec des lycées en quasiment entiers qui se mettaient à aller soutenir des Gilets jaunes, inversement des Gilets jaunes faire par exemple la semaine dernière ouvrir la manifestation pour accueillir les femmes qui se battaient contre les violences faites aux femmes. Donc je trouve qu'il y a des endroits où il y a des jonctions. Et c'est évident que si on veut que la mobilisation prenne de l'ampleur et gagne dans les têtes et gagne face à Macron, c'est évident qu'il faut impérativement qu'il y ait des jonctions avec des secteurs qui sont des secteurs déjà en lutte. Et je trouve que les syndicats ont commencé à appréhender cette jonction, le mouvement associatif aussi, les mouvements écolos également. Il y a la manifestation climat samedi prochain et c'est important, et j'ai entendu plein de messages appelant à cette convergence. Donc oui, il y a un bouillonnement, on ne sait pas encore exactement jusqu'où ça ira et comment ça ira, mais il faut travailler ces jonctions, c'est l'évidence. Et c'est quoi votre responsabilité à vous, à la gauche d'une manière générale, dans ce moment particulier ? La responsabilité pour nous, elle est d'offrir des solutions politiques et une cohérence de solutions politiques. C'est encore audible? Vous pensez encore que les politiques aujourd'hui, quand même vous êtes en phase avec un certain nombre de leurs revendications, sont audibles parmi les Gilets jaunes? D'abord, on ressent le rejet des politiques, de la politique, parce qu'ils ont voté, revoté dans un sens, etc. Et le sentiment que c'est toujours le même résultat. Donc il y a une grande déception à l'égard des politiques. Mais comme on est devant une crise politique, on sait bien que l'issue, elle sera de nature politique. Donc c'est à nous de rendre audible une cohérence de projet. Et on voit bien aussi cette dimension très particulière de ce mouvement. Parce qu'un mouvement qui est soutenu à la fois par la France Insoumise et de l'autre côté du Pont-Aignan, Marine Le Pen, mais c'est vrai aussi pour les personnalités. Ça va de Paul Naref, Brigitte Bardot, Alain Finkielkraut, et en même temps des intellectuels de la gauche critique. Donc pour l'instant, c'est le sens juste de la colère
c'est la colère qui domine, la révolte, mais à un moment donné, on va bien être obligé de choisir un chemin. Si on met Macron dehors, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je dis qu'il y a au moins 2 grandes cohérences qui s'affrontent, parce que le discours anti-taxe, anti-impôt d'un côté n'est pas du tout le même que celui qui dit il faut se battre sur l'injustice fiscale et sociale. Le discours qui dit l'environnement, finalement, ça passe après la question des fins de mois, c'est pas du tout le même que celui qui dit il faut une ambition forte pour répondre à l'urgence climatique et l'articuler à la justice sociale et fiscale. Et donc on va avoir des cohérences comme ça, très grandes, et moi je pense que notre responsabilité, c'est aussi la clarté dans les cohérences de projets qui s'opposent. La clarté, justement, on voit bien que la gauche n'arrive pas à parler d'une seule voix sur cette mobilisation. Est-ce que la peur qui pourrait être la vôtre, ou en tout cas la possibilité qui pourrait être celle du Rassemblement national et celle de Marine Le Pen, c'est pas justement d'engranger sur cette division de la gauche qui ne parle pas d'une seule voix? Est-ce que c'est pas eux finalement qui risquent de tirer profit, même si le terme n'est pas très... Ce qu'ils ont pour eux, c'est d'être en avance aujourd'hui en termes de scores électoraux et d'avoir une vague internationale qui leur est plutôt favorable. Trump, Bolsonaro, Salvini, encore hier en Andalousie, il y a eu des élections où malheureusement la gauche a été bien en peine et l'extrême droite a fait une percée, donc oui. C'est évident qu'il y a un vent qui peut les porter. Mais à l'inverse, on peut aussi se dire qu'à travers les Gilets jaunes, ça peut être l'occasion de vérifier une cohérence politique alternative qui est opposée en tout point justement à ce projet d'extrême droite. Et c'est là où je trouve que ces derniers temps, ces derniers jours presque, ou cette dernière semaine, je pense qu'on a marqué des points. Parce qu'au démarrage du mouvement, moi j'avais le sentiment que ça partait plutôt sur des termes qui nous étaient vraiment très défavorables. Et là, ce qu'on voit poindre, c'est des slogans très forts qui sont plutôt de notre côté, sur l'abolition des privilèges, contre le président des riches, contre l'injustice, justement, sociale, fiscale, territoriale. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite musique qui peut tout à fait se raccorder à un projet qui fait écho à nos forces politiques, qui peuvent sembler atomisées, mais qui en réalité portent des choses en commun très fortes. Il y a aussi un écho où il y a des voix qui se portent, en tout cas parmi les Gilets jaunes, de dégagisme. Est-ce que vous ne pourriez pas justement être de ceux-là qu'ils veulent dégager aussi? Est-ce que justement il n'y a pas une volonté de faire de la politique par eux-mêmes, pour eux-mêmes, parmi les Gilets jaunes, qui pourrait conduire d'ailleurs à un mouvement à l'italienne, à la 5 étoiles? Ça, personne ne peut savoir ce que vont faire les Gilets jaunes ou une partie des Gilets jaunes. Mais nous, on peut savoir quelle est notre responsabilité. Et moi, je pense qu'il faut avancer vers des solutions démocratiques radicalement différentes. Donc la 6e République qu'on propose, c'est-à-dire de franchement remettre tout à plat et proposer une rupture dans notre système institutionnel, ça me paraît particulièrement d'actualité. Et c'est une solution qui répond à la colère des Gilets jaunes aujourd'hui. C'est un chemin possible. Quand l'extrême droite propose un chemin qui est un chemin d'autoritarisme accru, de repli sur nos frontières, de repli généralisé, c'est pas du tout le même chemin. Donc je pense qu'au contraire, on a vraiment du grain à moudre, y compris sur cette question-là. C'est quoi la réponse de court terme aujourd'hui? Le Premier ministre reçoit l'ensemble des formations politiques et des Gilets jaunes d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui au mouvement de sortir par le haut? Déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'ait donné aucune réponse depuis plus de 2 semaines que le mouvement est là. Enfin, c'est juste hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Il n'entend rien. On a l'impression qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et moi, je me souviendrai toujours de la tête d'un des Gilets jaunes en sortant du bureau de François de Rugy. Et il a dit cette phrase incroyable. Il a dit « On ne sent pas la volonté d'améliorer la vie des gens ». Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On ne sent pas cette volonté. Et évidemment, s'il n'y a pas cette volonté et que les Gilets jaunes la ressentent, je pense que la colère ne peut que dédoubler. Là, aujourd'hui, le minimum, c'est de dire on arrête avec cette taxe, on l'enlève, on donne un coup de pouce au SMIC. Et déjà, je pense que ce serait un début. Ça ne suffit pas, mais ce serait déjà un début qui laisserait entendre que quand même, au sommet de l'État, on n'est pas simplement en pleine crise en France avec la France qui brûle et Castaner qui nous explique qu'il y a peut-être un problème de communication et le président de la République qui est lui en Argentine. Là, ça voudrait dire qu'il y a un début de commencement de prise de considération par rapport à ce qui se passe dans le pays. Vous l'avez dit, il y a un certain nombre de revendications qui rejoignent les vôtres, celle de la France Insoumise, c'était dans le programme, je pense à l'augmentation des salaires, à la justice fiscale ou même les assemblées citoyennes qui semblent vouloir se développer. Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre, pardon de revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'on sent bien qu'aujourd'hui ça échappe notamment à la gauche alors qu'elle devrait être celle qui donne les réponses. C'est la stratégie de Mélenchon qui peut être remise en cause aussi? Moi je ne sais pas encore où est-ce que ça va tomber. Ce que je veux dire, c'est que là, on ne peut pas prédire de quel côté ça va tomber. Il y a une course de vitesse, c'est l'évidence. Et moi, j'ai plutôt
la force de la volonté là-dessus, l'optimisme de la volonté, comme disait Gramsci, parce que c'est dangereux, il y a une certaine gravité au moment. Faut être clair, c'est grave. Grave dans le sens danger potentiel, mais gravité aussi parce qu'il y a des potentialités nouvelles qui s'ouvrent. Il y a une accélération d'une certaine manière de l'histoire. Et moi, mon obsession, c'est qu'on ait une issue émancipatrice de progrès humain, de progrès démocratique, de progrès écologique et social dans ce moment historique et dans cette séquence. C'est ça, à mon avis, c'est ça notre enjeu. Donc il ne faut pas commencer en se disant on a perdu, les autres sont plus forts, etc. Il faut y aller, il faut affronter. Vous avez déclaré dans Le Monde la semaine dernière, il n'y a pas de lieu clairement défini pour décider de la ligne, par ailleurs fluctuante, de la France insoumise. Vous redoutez un virage populiste, souverainiste pour les européennes ? Je sais pas quel est exactement le chemin que va emprunter la France insoumise pour les élections européennes, mais peut-être qu'on va le savoir là très très vite puisqu'il y a une convention ce week-end. Mais c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'améliorer le fonctionnement de la France insoumise. Il y a eu une première étape qui était ce mouvement gazeux où était avancé le fait qu'on ne voulait pas recréer, je trouvais ça plutôt positif, un système classique de partis tels qu'ils ont fonctionné au XXe siècle avec son système pyramidal et puis ses apparatchiks en grand nombre. Mais en même temps, on n'a pas encore tout à fait trouvé quel est le mécano qui permet d'avoir un fonctionnement qui est vécu et qui est de fait une amélioration du point de vue démocratique. Donc oui, savoir où se décide la ligne, savoir aussi si il est possible de faire vivre du pluralisme et donc y compris dans l'expression publique qu'il y ait un débat à l'intérieur de la France insoumise, enfin du coup pas qu'à l'intérieur, mais qui puisse être justement compris et partagé, y compris à l'extérieur. Et donc voilà, je pense qu'on est dans un moment un peu charnière aussi pour la France insoumise et il y a besoin d'un sursaut de ce point de vue-là et j'espère bien qu'il va arriver. Justement, sur cette question du pluralisme, ça vous inquiète, cette dispersion des voix à gauche, cette pluralité des listes justement qui vont se concurrencer finalement pour les européennes, hein, les Générations, Europe Écologie Les Verts, Place Publique, le Parti communiste français, vous, la France insoumise. D'abord, on ne sait pas du tout quelle sera la configuration, c'est encore vraiment trop tôt pour savoir qui peut s'allier avec qui. Et par ailleurs, je ne crois pas que le problème majeur que nous rencontrions aujourd'hui soit la dispersion. Je suis toujours du côté du rassemblement plutôt que de la division, mais je me méfie des analyses de courte vue parce que c'est comme ça qu'on a expliqué la défaite de Jospin, parce qu'il y aurait eu trop de listes, cette espèce d'idée qu'il y a trop de listes et qu'il suffit de se mettre ensemble et ça va être mieux. Bon, ce qu'il faut, c'est de la dynamique politique et la réalité, c'est qu'on a été quand même particulièrement lesté par toute la séquence Hollande et l'échec de la gauche au pouvoir, dramatique, qui a brouillé les repères, qui a vu d'ailleurs l'effondrement du Parti socialiste, c'est quand même pas rien. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase évidemment de reconstruction. Il faut le faire, à mon avis, sur des bases qui soient des bases potentiellement rassembleuses, mais rassembleuses pas simplement des organisations existantes ou des regroupements existants, qui soient rassembleuses dans le pays, par leur capacité de mobilisation, leur force en fait, du point de vue des idées, du point de vue des formes politiques adoptées qui puissent élargir notre spectre de rassemblement. Et le rassemblement, c'est aussi un état d'esprit. Encore une fois, c'est pas juste mettre des états-majors autour d'une table, c'est un état d'esprit. Et ça, il faut évidemment l'avoir, et il faut également creuser un sillon d'une ligne de cohérence de tous les combats émancipateurs. Et je pense que de ces deux points de vue, on a des progrès à faire pour qu'on soit plus propulsif et porteur d'espérance, et pas d'un discours qui soit un discours qui quelque part surfe sur le même terreau que l'extrême droite, c'est-à-dire plutôt le ressentiment que l'espérance. J'ai une dernière question, Clémentine Autain. Le Monde révélait la semaine dernière l'organisation d'une réunion vendredi dernier que vous avez co-organisé avec Elsa Fossillon dans la perspective d'une initiative politique. Vous organisez la fronde au PCF et à la France Insoumise, Clémentine Autain ? Non, on s'organise nous-mêmes avec des gens qui ont envie d'agir politiquement, d'infléchir aussi du point de vue de l'orientation, ce qui se produit. Et donc, c'est une première rencontre et je ne peux pas vous en dire tellement plus aujourd'hui, mais on travaille en effet avec Elsa Fossillon pour mettre des jalons, poser des jalons. Peser dans le débat politique. Peser dans le débat pour agir sur le plan des idées et agir aussi très concrètement par des initiatives pour faire vivre cet état d'esprit qui est
celui qui permet de tenir un fil, le fil de l'émancipation humaine et de la cohérence des combats émancipateurs, le fil du rassemblement, de tisser des liens, de ce pluralisme politique qui me tient à cœur, et le fil qui nous a toujours tenu à cœur, qui est celui aussi de l'innovation. Continuer à chercher, expérimenter pour faire advenir dans notre paysage politique toujours plus d'innovation. Vous vous sentez seul à la France Insoumise? Non, franchement non. Non, c'est pas, absolument pas. Absolument pas. Il y a eu des moments, des séquences, notamment avec l'appel des migrants, où effectivement j'ai pu vivre quelques heures difficiles, mais non, je n'ai pas le sentiment. Je pense que la France Insoumise est un mouvement politique dans lequel vous avez de très nombreux militants qui peuvent se retrouver dans des choses que je porte, ou que même Elsa Faucillon, qui n'est pas dans notre mouvement, porte. Donc voilà, on a du grain à moudre, j'en suis sûre, dans un état d'esprit qui n'est pas de faire un micro-parti de plus, certainement pas, mais au contraire de porter des contributions dans la recomposition politique qui s'annonce, la refondation plus exactement politique qui s'annonce. Merci beaucoup Clémentine Autain. Merci.